Et voilà, c'est parti. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Il y a déjà une vingtaine de personnes qui arrivent. On va attendre une petite minute, le temps que tout le monde se connecte. Normalement, chacun doit recevoir son petit lien de connexion. Donc, on va accueillir tout le monde tranquillement. Donc, moi, je suis Alexandre Jean Petit, donc l'animateur de cette émission Dans le Tunnel qu'on a imaginé il y a déjà quelques mois avec On Voice. Donc, c'est la première et seule émission qui parle vraiment de publicité digitale sans bullshit. Et régulièrement, donc, je reçois en fait des acteurs de la publicité digitale, je reçois des experts de l'acquisition, des responsables marketing qui viennent en fait témoigner, apporter des conseils pour aider les équipes marketing des marques à optimiser leurs investissements médias. Donc vous êtes là aujourd'hui pour qu'on parle de vidéo et donc j'ai réuni autour de moi des experts qui vont se présenter très rapidement juste après, le temps que tout le monde se connecte. Vous connaissez le principe, j'imagine tous. Il y a l'onglet chat, il y a l'onglet questions. L'idée c'est que ça soit un maximum interactif, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions et je les prendrai avec grand plaisir, soit au fur et à mesure en fonction des sujets, soit à la fin. On aura un petit temps de questions-réponses du coup avec tous nos invités. Donc comme je le disais, aujourd'hui l'idée c'est de parler de vidéo, format incontournable pour évoquer les marques, leurs valeurs, leurs offres. Mais également du coup un vaste sujet en fait qui demande un vrai focus avec des experts. C'est pourquoi du coup aujourd'hui je suis très très heureux d'accueillir donc Alban Pelletier, le CEO d'On Voice, Jacques Cazin, le CEO d'Adways, Solal Dahan et Samson Lewin qui sont les cofondateurs de Blue Lemon et Thibault Leveillard qui est du coup le directeur associé chez Wizali. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Salut Alexandre. Bonjour. Et bravo, tu présentes extrêmement bien. C'est Ouais, vraiment c'est cool. bravo. Merci. J'ai vraiment... un tout petit écho, j'espère que ça dérange pas trop. Je ne sais pas si de votre côté vous avez ça, mais bon, j'espère que c'est rien. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat si jamais ça gêne, mais voilà, j'entends un tout petit écho moi perso. Mais bon, ça devrait le faire. Peut-être on peut faire un rapide tour de table en 10 secondes. Vous me dites juste ce que vous êtes, pour qui vous bossez ou pour la boîte que vous avez montée. Et comme ça permet à tout le monde de vous situer. Peut-être en commençant par Thibault. Oui, alors Thibault, moi je suis directeur associé chez Wizali, je suis un des fondateurs et le job de Wizali, c'est de faire de l'attribution marketing. Autrement dit, c'est d'optimiser, on va dire, l'ensemble des investissements qui sont faits par les annonceurs sur les différents supports sur lesquels ils annoncent, de comprendre le comportement d'achat de leurs consommateurs et d'avoir une approche la plus objective possible des ROI de l'ensemble des dispositifs qu'ils mettent en œuvre. Voilà, tout ça évidemment pour aller faire un peu plus de business à périmètre constant de dépenses. Super. Samson et Solal. Ouais, et ben nous, on s'appelle Samson et Solal, on est cofondateurs du coup de. C'est nous, on s'est regardé. Voilà, c'est bien nous. C'est bien nous. On est cofondateurs de Blue Lemon, qui est une agence média créative. De grosso modo, qu'on a deux départements et un département média qui s'occupe de diffuser des campagnes. Donc, on fait des campagnes en multicanal, en digital, sur du social et du search. Et de la créa, c'est-à-dire de la créa au service du paid. Donc, grosso modo, de la vidéo publicitaire, de la conception rédaction et du motion design au service du paid, toujours avec un objectif de performance. On est nous deux associés. Notre troisième associé s'appelle Thibault. Il n'est pas là, on pense très fort à lui. Il est chez le dentiste. Et il est chez le dentiste, ouais. Super. Jacques, à toi. Bonjour. Alors, moi, je suis cofondateur d'Adways et CEO. Notre but, c'est très simple. C'est un peu comme mes collègues d'avant, c'est de réconcilier l'internaute avec la pub. Parce qu'on pense que c'est pas que les gens n'aiment pas la pub, c'est qu'ils n'aiment pas l'intrusivité de cette publicité. Donc, à nous de créer des formats innovants qui soient plutôt sympas, plutôt engageants et que les personnes, plutôt que de chercher absolument le skip, cherchent plutôt à écouter le message. Voilà. Donc, on a créé des vidéos interactives et des formats publicitaires interactifs. Super. Et toi, Alban, du coup, mon super host qui est toujours là. Exactement, ça me fait toujours plaisir de voir que tu pourrais remplacer Jean-Pierre Foucault un jour. C'est gentil, merci. Avec de telles présentations. Donc sinon, Alban, moi je suis comme tout le monde CEO et cofondateur, je crois que c'est le point commun. Et chez On Voice, notre job, c'est d'aider les marques justement à exploiter un territoire qu'on appelle le display, qui est assez peu utilisé aujourd'hui, et notamment avec de la vidéo, on en parlera tout à l'heure. Super. Bon, merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'être là aujourd'hui. On va passer petite heure ensemble avec tous nos participants qui vont continuer d'arriver au fur et à mesure. L'idée, déjà, donc, c'est
commencer peut-être par une petite intro, resituer un petit peu où on est par rapport à la pub vidéo. Il y a eu deux gros rapports qui sont parus ces dernières semaines. D'un côté, le rapport Bump de Kantar, donc, qui montre qu'il y a un très gros regain en investissement publicitaire. Forcément, après 18 mois de crise sanitaire, c'est assez logique. On espère qu'on sort un petit peu la tête de l'eau par rapport à tout ça. Par rapport à 2020, évidemment, c'est bien plus, mais même par rapport à 2019, on commence à avoir des investissements qui sont beaucoup plus forts. Sur les chiffres du SRI, aujourd'hui, on voit que sur S1 2021, la publicité vidéo a représenté 302 millions d'euros, ce qui est à peu près 45% du display, donc un poids qui est aussi très, très important. Évidemment, c'est un format qui est très utilisé par les marques, à la fois pour améliorer leur top of mind, pour générer plus de notoriété, et on le verra et on en parlera un petit peu avec Alban, notamment, ça permet surtout de générer de la performance, et ça on le verra aussi avec Thibaut qui nous expliquera comment on peut suivre et traquer tout ça. Chez les consommateurs, pareil, format très très utilisé, la vidéo dans son ensemble, on passe en moyenne 5 heures par jour sur nos écrans à regarder de la vidéo sur tous les formats possibles. On s'en sert pour plein d'usages, le replay, le multi-écran, sur le mobile. On en consomme vraiment partout, tout le temps. Et bien, écoutez, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que la publicité vidéo, elle est plutôt bien acceptée. Il y avait une petite étude de 2020 de Tipster qui nous disait que 71% des consommateurs préfèrent la vidéo pour découvrir un produit ou un service et 89% des consommateurs déclarent donc que la vidéo les aide à prendre des décisions d'achat. Très, très intéressant. Du coup, dans tout ce contexte, comment aujourd'hui les marques peuvent-elles exploiter concrètement ce format qui est devenu de plus en plus performant? Est-ce que créer une vidéo, c'est compliqué? Est-ce que c'est cher? C'est quoi le format? C'est quoi la durée? Comment on fait pour générer du top of mind et de la performance? Comment on fait pour traquer et suivre tout ça? Quel budget on doit mettre? Voilà, il y a plein de questions qui se posent autour de ça. N'hésitez encore une fois surtout pas à utiliser l'onglet pour ça qui permet du coup de poser toutes les questions que vous avez. On va essayer d'y répondre et surtout on va essayer de balayer vraiment l'ensemble des sujets tous ensemble pour avoir quelque chose de très complet. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite avec la première partie qui est la créa. Forcément, on veut se lancer dans la publicité vidéo. Il nous faut quelque chose du coup de concret. Il nous faut un film. C'est pour ça que j'ai demandé à plusieurs personnes de venir sur ce sujet-là. Peut-être, Jacques, pour commencer, est-ce que tu pourrais, si on devait convaincre des annonceurs, si encore faut-il les convaincre, pourquoi on doit faire de la publicité vidéo aujourd'hui? Pourquoi ce format-là, il est super intéressant pour les marques? D'accord. Bon, déjà, tu as donné quelques éléments de réponse dans les chiffres que tu as pu dire ce matin. Je crois que la vidéo, c'est 80% du trafic Internet, voire plus. Enfin, je ne sais même plus si c'est une question, en fait, de savoir si on veut faire de la publicité vidéo, parce que je pense que Samson pourra le dire aussi, la vidéo, ça permet de raconter une histoire. Enfin, c'est la Rolls de la publicité. Pour moi, c'est quelque chose, tu as vraiment le temps d'exprimer une émotion, etc. Et on sait bien que c'est l'émotion qui va créer le clic. Alors, c'est vrai, et on en parlera peut-être tout à l'heure, jusqu'à présent, la vidéo était plus un outil de notoriété, de branding, plutôt que de performance. Mais plus récemment, et nous, on essaie d'y contribuer humblement à AdWays, on va essayer d'enrichir les vidéos pour rapprocher les deux mondes entre le branding et la perf. Tout simplement parce que quand vous les enrichissez, vous proposez des clics, vous essayez de faire de la DCO, etc., tout ça, forcément, rapproche vers la performance. Alors, le problème, c'est que on est tous homo sapiens, c'est donc un peu paresseux, on essaie d'économiser l'énergie qu'on a en soi. Et donc, la tendance était de copier-coller ce qu'il y avait sur la télé dite traditionnelle pour le mettre sur le digital. Et on s'aperçoit que ça ne marche pas toujours. On parlera peut-être tout à l'heure de la longueur des spots, on parlera peut-être du fait, nous on a créé un format tout bête qui s'appelle le skip, S-K-E-E-P, qui fait qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui va, une danseuse éthérée pendant 20 secondes, et puis on ne sait pas qui c'est. Et puis, juste à la fin, il y a le pack shot de fin. Ça, c'est un spot télé traditionnel. Or, généralement, les gens, ils ne vont pas forcément jusqu'au bout. Donc, si je skip au bout de 20 secondes un spot de 30 secondes, je ne sais même pas de quoi ça parle. Donc, nous, on a breveté un format quand je clique sur skip, pendant 2 secondes, je fais un fast forward sur le pack shot de fin.
Ouais, c'est pas une révolution, c'est juste pour dire que le copier-coller a quand même des limites. Et je pense que grâce à tous les gens qui sont là autour, la créativité doit s'exprimer et sortir du simple copier-coller, c'est tout. Et puis l'autre chose, c'est d'essayer de créer des outils. On s'est rendu compte aussi qu'il fallait des outils de productivité. On est dans un monde où il faut répondre pour demain, les agents sont mettre sous pression. Donc il faut essayer de préparer cette créativité en créant des templates pour que la vidéo puisse être enrichie très rapidement en fonction des besoins. Mais je vais m'arrêter là parce que je suis passionné de ça. Et Non, je mais pense très clair. Ouais, c'est hyper intéressant. La vidéo, forcément. Du coup, Alban, toi, tu confirmes ça aujourd'hui par rapport aux marques qu'on accompagne chez OnVoice. Aujourd'hui, la vidéo, elle sert plus uniquement qu'à faire du branding comme il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complet que ça. Ouais, il y a encore quelques temps, il y avait une vraie dichotomie entre la performance et la vidéo. On avait des gens qui travaillent sur la performance avec des KPI spécifiques et des formats spécifiques, et des gens qui travaillent sur le branding avec de la vidéo, avec des KPI spécifiques. Bon, on voit bien effectivement que ce sont deux mondes qui sont assez peu parlés, alors qu'en fait, il faut fusionner en fait ces deux mondes. Donc, c'est ce qu'on va appeler une approche brand performance. Comment je peux travailler ma marque, comment je peux travailler mon top of mind en générant également de la visite et, in fine, des ventes. Et c'est vraiment cette alchimie-là qui fait qu'aujourd'hui, en fait, une marque pourra développer de manière cohérente et sa marque et son business, parce que les deux sont indissociables. Donc, c'est vrai que là, on est dans une nouvelle ère. Je pense que la créativité, elle peut être alliée justement à la data pour apporter de la performance. Et normalement, avec de la vidéo bien faite et avec un ciblage bien fait, on doit pouvoir réunir ces deux mondes. Très intéressant. Du coup, créativement parlant, messieurs de Blue Lemon, là, voilà, j'arrive, je vous dis, moi, je veux faire la meilleure vidéo qui va cartonner. Je ne sais pas comment il faut faire. Dites-moi, c'est comment on fait une super publicité vidéo qui est efficace? C'est quoi la durée? Comment on fait? Enfin bref, je veux tout savoir. C'est une très très bonne question, la recette du succès. On aimerait tous la connaître aussi. On la cherche aussi. Et elle se travaille constamment. C'est quels sont les codes d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui fonctionne? Pourquoi ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Mais est-ce que ça fonctionne pour toi? Est-ce que ça fonctionne pour moi? Quelle est ton identité? Quelle est ta personnalité de marque? Quel est ton ton de marque? Comment tu veux communiquer? À qui tu communiques? Comment tu communiques? Donc, c'est tout un travail de réflexion, de workshop stratégique. Où est-ce que tu veux aller? Comment tu veux y aller? Après, évidemment, il y a tous les formats. Carré, story, horizontaux, enfin, c'est évidemment des formats qui sont indispensables, sachant qu'aujourd'hui, on regarde plus de temps son téléphone que son ordinateur. Donc, favoriser le format carré qui prend plus de taille sur l'écran et le format story également, qui prend l'intégralité de l'écran. C'est des choses qui sont aujourd'hui basiques, mais indispensables. On ne peut pas passer à côté. Après, en termes de durée, il n'y a pas de bonne durée. Ah, ok, d'accord. Quelle est la durée en fonction de ton objectif? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu veux qu'on parle de toi et que les gens s'identifient à toi et faire une campagne de notoriété, donc parler de toi, travailler une vraie campagne avec. Tu veux dire quelque chose? Oui, non, pardon. Grosso modo, tu peux l'imaginer comme une forme de funnel et en fait, en fonction des 3 étapes de ton funnel de notoriété, considération, décision, et ben, c'est là que tu vas adapter tes formats et c'est là que tu vas adapter ta durée. Par exemple, si tu es en haut de ton funnel et que tu vas imaginer, du coup, tu es sur une volonté de découverte et de notoriété, le cas échéant, tu vas faire des vidéos qui sont peut-être plus longues, qui vont faire entre 45 secondes et 1 minute. En paid, ne jamais faire une vidéo au-dessus d'1 minute, personne ne regarde, de toute façon, ça ne sert à rien. Donc, aller limiter tes formats à entre 45 secondes et 1 minute. Et là, tu vas raconter plus une histoire, peut-être, aller faire passer plus tes valeurs de ta marque. Et puis ensuite, plus tu descends dans ton funnel, plus tu vas faire des vidéos courtes. Et à la fin, quand tu es sur des objectifs de performance, bah là, l'idée est d'être plutôt sur des durées autour de, grosso modo, soit sur du e-commerce, tu peux faire des bumpers à 6 secondes, par exemple. Et là, tu vas mettre en avant ton produit qui va bouger une certaine. Ouais, c'est ça, rajouter une forme d'animation. Et après, si tu es sur l'objectif peut-être de, je sais pas, génération de lead, le cas échéant, tu peux monter jusqu'à 15-20 secondes maximum. Mais en fait, c'est simplement rajouter un peu d'animation. Attention, finalement, des indicateurs de performance sont beaucoup plus élevés quand ça bouge de manière générale en paid. Voilà. Mais grosso modo, qu'est-ce qui fait une bonne vidéo? Tu as toujours 3 idées. Tu as le format. Ton format, on en a parlé, la qualité de la production, à quel point tu vas avoir une production quali, et la troisième, ça va être l'idée. Et en fait, grosso modo, c'est même peut-être le premier, c'est ton idée et ton concept. Tu peux avoir une production qui est complètement pourrie, tu peux avoir un format qui n'est pas forcément à la hauteur. Si tu as une bonne idée, même si l'exécution, tu vois, elle est faite un peu sous le manteau avec un téléphone, c'est des choses qui parfois marchent même très bien. Se filmer en selfie sur un téléphone, si ce que tu racontes
et les choses que tu vas dire et ton histoire, elle est pertinente, elle est drôle, intelligente, en fait, bah, tu as tout compris. Et finalement, c'est ça le nerf de la je pense. Je rebondis sur ça parce que pour nous, l'émotion, vraiment, c'est au cœur de toutes nos campagnes de création. C'est fondamental. Je compare souvent une bonne campagne à un bon CV. Enfin, même pas un bon CV, à un CV en fonction de la personne en face de nous. La directrice de conceptrice, rédactrice qu'on a recrutée là, elle nous a envoyé son CV. On a reçu des tonnes. On a passé des semaines à les éplucher, à aller rencontrer des personnes. Ça a pris beaucoup de temps. On a reçu un CV où il y avait écrit blablabla. Bla, bla, bla. Ça a duré 10 secondes. Elle a été recrutée, mais immédiatement. Sa personnalité était présente. Tout était là. Tous les indicateurs étaient présents pour qu'on puisse travailler avec quelqu'un en bonne intelligence qui nous ressemble. On s'est dit, cette personne a de l'audace. Elle nous a capté en 3 secondes. Et c'était absolument extraordinaire. Et pour nous, c'était une très bonne publicité pour le coup de sa part. Ok, donc si je comprends bien, effectivement, finalement, le choix de l'histoire, du format, etc., c'est surtout une idée derrière, c'est la marque, en fait, comment elle s'exprime déjà. Donc, c'est pour ça que vous disiez, il y a toujours une réflexion à avoir par rapport à ce qu'elle représente, les valeurs qu'elle a, la manière dont elle s'exprime. Jacques, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, pour corroborer, je pense avec un exemple. Bon, nous, moi, je suis au conseil d'administration de l'IAB, donc je vois passer pas mal de choses. Il y a quelque chose qui s'appelle Coalition for Better Ads, qui est assez marrant. Ils ont fait des enquêtes pour dire qu'est-ce que les gens n'aiment pas. Je trouve ça assez marrant parce qu'ils sont passés de l'autre côté. Qu'est-ce qui va faire que la personne va partir des pubs qui flashent, un truc qui m'empêche dans mon contenu. Je trouve ça assez sympa de partir de ça en disant, bah, du coup, je sais ce que je peux faire. Ça, c'est sur la partie format. Et donc, nous, on se compte, par exemple, le mid-roll, c'est quelque chose que les gens haïssent. C'est-à-dire être coupé en plein milieu de leur truc. Donc, on a essayé et pourtant, il faut quand même monétiser pour faire vivre les gens, quand même. C'est quand même l'idée de la pub. Donc ce qu'on a fait, c'est sur les lives, par exemple, avec France Télévisions Publicité, je sais pas, Tour de France, Roland-Garros, etc., on réduit un peu le stream du live et on met une pub contextuelle autour. Donc, la personne, pendant le Tour de France, elle n'est pas arrêtée. Et si elle veut, en une seconde, elle dégage, elle l'enlève, et sinon, elle reste, etc. Enfin, il y a quand même eu jusqu'à 11% de taux de clic, c'est assez énorme. Je ne sais pas si vous connaissez les ratios d'industrie du display, mais voilà. Et là où je voulais revenir c'est qu'il y avait plusieurs sponsors. Et ben en fonction du sponsor, alors que c'était le même format, en fonction du sponsor, il y en a un, on pouvait gagner par exemple un vélo électrique, il y avait des choses, des gains, il y avait une chose en rapport avec le contexte, et d'autres moins. Ben, le rapport il est de 1 à 10. Donc la créativité joue un rôle essentiel alors que le format était le même, mais le message était juste différent, quoi. Voilà. Ok. Donc tout ça, ça se mène évidemment avec les équipes marketing, les équipes branding. Voilà, donc il y a vraiment un vrai travail en amont. J'ai bien aussi compris le côté effectivement parcours d'achat à suivre. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des petites techniques pour, je sais pas, pour que les gens s'arrêtent, pour les captiver, parce qu'aujourd'hui on est aussi beaucoup dans le scrolling avec son téléphone, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des petits tips que vous pourriez donner justement pour aider les gens enfin les annonceurs en tout cas à trouver des petites solutions pour captiver les gens? Alors moi, j'en ai un tout bête. Vas-y, dis-nous. C'est que généralement, la vidéo, quand elle est vue, je vois le temps qui passe et puis voilà. Et ben, il suffit, par exemple, quand c'est une voiture, on a remplacé juste le bouton par une petite voiture qui bouge, qui monte. Et par exemple, si c'est un 4x4 ou je sais pas quoi, ben, on voit qu'il monte, qu'il grimpe et que ça. C'est tout bête, mais des petits artifices, des petites choses, juste pour que la personne se détourne de ce fameux skip, mais qu'elle s'engage. C'est tout bête, mais ça peut être 20% de taux de complétion de plus, rien qu'en travaillant ça. Je ne parle même pas de riche média, de l'engagement, de la... C'est vrai. On a fait plusieurs campagnes comme ça où, par exemple, il y avait une boule qui bougeait pendant une seconde en disant « T'as vu, la boule a bougé et tu l'as regardée. Super, on a ton attention, maintenant tu peux regarder la pub. » Et du coup, la pub, c'était juste ça. Et le packshot de fin. Et ça s'est arrêté là. Rajouter des petits nudges. Ok, c'est hyper intéressant. Juste arrête de scroller, viens, on parle. Et du coup, après, il y a la backshot qui arrive et ça s'arrête là. Vraiment le plus engageant possible. Ok, très intéressant. Donner le pouvoir à l'internaute de décider de son itinéraire média. Par exemple, je lui donne le choix entre 4 vidéos ou de choisir la fin de sa vidéo. Et des trucs standards, classiques, c'est pas la révolution, mais avec une bonne exécution créa, eh ben, ça marche, mais du feu de Dieu. C'est un peu comme au cinéma, apporter juste ce petit climax, cette petite notion de suspense qui va faire que la personne va regarder ou non, à quel point elle va être à fond ou pas dans son film. C'est un peu ok, super. Merci vraiment pour tous ces éléments. Juste une dernière question sur la partie créa et après on passe sur la partie ciblage diffusion. Messieurs de Blue Lemon,
alors, je ne peux pas vous demander un budget parce qu'évidemment, comme vous le disiez, il y a 50 000 trucs différents. Mais est-ce qu'on a, on a une espèce de ratio entre la créa et la diffusion, par exemple? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui existe en disant, bah, tiens, on va mettre, si on a un budget de 1 000 euros, on va mettre, il faut mettre 500 sur la créa et 500 sur la diffusion, ou il n'y a pas de règle par rapport à ça? Il n'y a pas de règle. Tu peux faire une vidéo pour 200 euros, tu peux faire une vidéo sur. En fait, encore une fois, tu peux t'augmenter en qualité et en qualité de production. Plus tu augmentes en qualité de production, plus tu vas pouvoir bien raconter ton histoire, mais il n'y a pas de ratio. La pub de Free avec la pièce de 1 euro, ça leur a coûté 1 000 euros. Ouais. J'ai juste un petit ratio sur l'enrichissement. Une fois que la créa est faite, l'enrichissement, généralement, il ne faut pas que ça représente plus de 20% du coût. Voilà, ça c'est ce que j'ai pu nommer. Parce que les gens disent, bah, j'ai déjà dépensé X, voilà. C'est juste un ratio qu'on peut avoir. Ok, très bien. Super, merci, très intéressant tout ça. Du coup, maintenant qu'on a notre… tu voulais finir sur quelque chose? Non, je voulais juste la créativité, pour revenir aussi là-dessus, la créativité, elle passe pas uniquement à travers les idées, mais la créativité dans la production. C'est-à-dire que tu peux être débrouillard et avoir des vidéos pour des prix qui sont… Voilà. Ok, très cool. Alban, une fois que cette fois j'ai ma créa, je veux la diffuser. Comment je peux faire? C'est quoi les différents environnements qui sont à ma disposition? Et peut-être plus spécifiquement sur le format display qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Qu'est-ce que je peux faire avec ma créa, avec ma super créa imaginée par Blue Lemon et par AdWise? C'est sûr, par réflexe, dès qu'on parle vidéo, on va parler YouTube, on va parler réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que l'essentiel aujourd'hui des investissements sont mis justement chez les GAFA. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a d'autres opportunités. Donc certes, les réseaux sociaux, certes du YouTube, mais il faut juste garder en tête que cet univers GAFA, cet univers fermé, ça ne représente que 40% du temps passé sur Internet. Ce qui veut dire que 60% du temps global passé par les internautes en France sur Internet, il est sur les sites communautaires, les sites médias, les sites marchands, etc., etc. Et en parallèle de ça, tu as donc les 3/4 des investissements qui sont mis chez les GAFA et 25% donc sur le display. Et donc, ce qui est intéressant en fait pour les marques aujourd'hui, c'est d'aller aussi vers cette nouvel univers qui est un petit peu comme un océan bleu versus l'océan rouge des GAFA. Tout le monde est sur les GAFA avec moins de temps et il y a moins de monde sur plus de temps sur le display. Et là, justement, on a des choses très intéressantes. Jacques, je pense qu'il en parlera aussi, d'utiliser des environnements médias pour faire justement des intégrations vidéo qui sont ultra sympas. Surtout qu'on est généralement beaucoup plus en relation avec ces éditeurs-là que chez les GAFA qui sont dans des univers très fermés. On n'a pas trop de possibilités de dépasser du cadre. Lorsqu'on est effectivement sur un univers plus ouvert comme le display, on peut faire des choses certainement plus créatives et on s'aperçoit effectivement qu'au niveau des perfs, comme du coup il y a moins de monde, on achète bien et ça transforme très très bien. C'est vraiment un territoire qui est complètement nouveau ou pas assez utilisé dans tous les cas et c'est vraiment l'océan bleu de la vidéo aujourd'hui. Ok, très intéressant. Et alors, comment je fais du coup pour aller cibler mes futurs consommateurs? Voilà, je suis un annonceur, j'ai fait une super créa, j'ai envie d'aller sur le display hors GAFA parce que je vois bien l'opportunité. Comment je peux aller chercher du coup les bons consommateurs? Comment je fais pour que ma vidéo elle soit performante et que je puisse derrière obtenir des super résultats? Ouais, là, on va retrouver en fait différents types d'approches. Il y a une approche qui va être type contextuel sémantique. Je vais aller chercher effectivement des environnements qui ressemblent au message que je veux faire passer ou à la marque. Il y a une deuxième approche qui est une approche type segment. Je vais choisir effectivement des segments socio-démo, intérêts, etc. Et je vais pouvoir donc cibler en fonction de ces segments-là et de ma cible. Et puis après, il y a des approches qui sont plus justement fines. Et donc là, on rejoint le monde justement de la performance. C'est-à-dire que le monde de la performance est très peu basé sur les segments ou contextuels. Le monde de la performance, il est plutôt basé sur le comportement individuel, sur la compréhension des individus. Donc, on est sur des ciblages qui ne sont pas du one-to-many, on est plutôt sur du one-to-few ou du one-to-one. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant en fait, sur la vidéo, c'est qu'on peut utiliser ce type de ciblage sur de la vidéo pour non plus seulement avoir en fait vraiment… J'entendais tout à l'heure une approche type télé, où télé, voilà, je prends soit du TF1, soit du M6, soit des hommes, soit des femmes. Donc, c'est des choses qui sont très génériques, très, très globales. Aujourd'hui, on peut appliquer sur le digital des systèmes en fait, de ciblage ultra spécifiques, ultra
pointues avec du prédictif, hein, comme on peut faire du coup chez Handvoice. Et ça permet justement d'approcher des performances qui sont celles que l'on peut retrouver en fait dans le monde de la performance. Donc en fait, on va prendre un tunnel, on peut toucher vraiment soit des grandes on va dire zones de personnes, mais on peut aller tout en bas du tunnel et aussi faire un ciblage complètement individuel avec les bonnes vidéos. Ok, c'est hyper intéressant. Thibaut, justement sur la partie, toi avec Wizali, vous êtes vraiment spécialiste de tout ce qui va être de l'attribution, la contribution. Comment la vidéo, elle participe au parcours d'achat des consommateurs? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois effectivement très en amont ou comme l'explique Alban et aussi juste avant Sanson et Solal, quelque chose qui va être à différents niveaux et avec différents formats, différentes histoires? Comment tu situes aujourd'hui à peu près la vidéo par rapport à ça? Bah, tu vois, moi, je dirais pas la vidéo, mais en fin de compte, c'est pluriel. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ok. Tu vois, Alban parlait de bande perf, Sanson parlait ensuite de son AIDA, hein, c'est-à-dire où est-ce que tu vas être dans le funnel. Donc, en fin de compte, c'est un outil que tu vas pouvoir utiliser à différents endroits. Et en fonction, justement, de ce à quoi tu destines ta vidéo, tu vas pas la mesurer de la même manière. C'est-à-dire, quelle est l'intention que tu mets derrière dans ta stratégie média? Qu'est-ce que tu veux faire? Ça peut aller de l'awareness avec des formats, comme on a dit tout à l'heure, et des créas qui vont être adaptés, enrichis aussi pour créer du relationnel, comme le disait Jacques, et tout ça qui va aller, pour revenir sur le mot, brand perf, c'est-à-dire pratiquement tu peux être surtout échequé. Et donc par rapport à ça, tu ne vas pas forcément mesurer de la même manière, et en plus on va voir qu'il y a des contextes de mesure qui sont complètement différents. Ce que je vais dire, déjà pour faire une première dichotomie, on va dire quels sont les effets directs que je peux mesurer d'une vidéo, et ensuite des effets plus long terme, indirects, on va dire. Et déjà, c'est deux cadres de mesure qui sont différents. Déjà. Et si je devais aller très rapidement, si je devais caricaturer, on va dire que les effets directs plutôt sur des choses qui sont très lower funnel et on va dire des mesures long terme qui sont plutôt sur de l'awareness, sur comment dire des créas qui vont être plutôt sur voilà ton branding et choses comme ça. Ouais, storytelling, ça. Voilà, exactement. Et après, quand tu rentres dans ta mesure, si je rentre dans le court terme, tu vas avoir derrière encore deux environnements. Et c'est là que c'est pas simple. Hein. Et tu vas avoir un environnement qu'on va appeler trackable. Et on va être dans le contexte de ce que Alban parlait tout à l'heure, de toute cette partie de display qui l'opposait aux GAFA, qui vont, eux, être aussi, on va dire, sur des effets court terme, mais dans un environnement qui est complètement fermé, sur lequel tu n'as pas du tout les mêmes moyens pour traquer la performance. Donc, si je reviens sur le premier, déjà, on va dire l'univers trackable sur lequel je peux faire quelque chose. Donc, aujourd'hui, pour reprendre les chiffres du SRI que tu évoquais tout à l'heure, juste pour donner des notions de grandeur, aujourd'hui, le display sur le premier semestre, c'est 18%, le social, c'est 31%. Et à l'intérieur du social, on va dire qu'il y a 2 tiers de vidéos et de côté un tiers. C'est à peu près les grandes masses. Donc, sur ton univers trackable, tu as des standards maintenant, on va dire, pour pouvoir mesurer la performance d'une vidéo, c'est-à-dire est-ce que ma vidéo, elle s'est imprimée, est-ce qu'elle a été vue, quel a été le taux de complétion, jusqu'où sont allés les gens pour regarder ma vidéo, et est-ce qu'elle a engendré un clic. Tout ça est déjà, on va dire, complètement standardisé. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques pour les gens qui nous regardent, mais ce qu'on appelle les VAST, les VPN notamment pour Jacques parce qu'il y a une interactivité. Donc, on peut embarquer tous ces éléments-là pour essayer de mesurer les performances de ma vidéo en disant, OK, je l'ai diffusée, est-ce qu'elle a été vue? Elle a été vue, OK, mais les gens sont allés jusqu'où? Et est-ce qu'ils ont fini par cliquer? Et donc, je vais pouvoir mettre à disposition tous ces éléments-là aux annonceurs qui ont mis en œuvre, évidemment, leur vidéo. Déjà, c'est mon premier environnement. Deuxième environnement, donc là, je suis plutôt dans le social, parce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même une grosse dynamique aussi sur le social. Hein. Ils ont fait plus 102% ce premier semestre, les chiffres du SRI. Et donc là, je vais aussi beaucoup diffuser de vidéos. Par contre, je suis dans l'environnement fermé. Alors, au-delà du cadre qui, déjà, au niveau créa, était extrêmement déjà limité, bah là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les GAFA, ils sont propriétaires de leurs données, ils n'ont pas trop envie de la partager. Et donc là, pour essayer de comprendre la performance des vidéos qui sont diffusées dans ce cadre-là, il va falloir avoir d'autres approches, et c'est ce qu'on fait chez Wizali, qui vont être des approches économétriques, qui se rapprochent plus du marketing mix modeling, essayer de comprendre, en fin de compte, sur des éléments statistiques, quand j'ai diffusé X milliers, centaines de milliers, voire millions de commentaires de vidéos, comment ces vidéos ont pu jouer sur les consommateurs et les engager ensuite à revenir. Alors, si c'est un clic, mais ça, comme le disait tout à l'heure Jacques, les taux de clics ne sont pas énormes, mais comment ça a pu avoir ces impressions, enfin ces vidéos, une influence ensuite dans le parcours d'achat du consommateur pour revenir auprès de la marque via d'autres leviers. Et donc d'essayer de comprendre quelles sont toutes ces corrélations, toutes ces causalités à l'intérieur des parcours d'achat. Parce que je sois dans un environnement qui est traquable ou que je sois dans un environnement qui ne l'est pas, ce que j'ai besoin de comprendre à un moment donné, c'est comment ces vidéos diffusées ont influencé mon consommateur à revenir vers la marque via d'autres dispositifs, comment je les ai engagés
que ma vidéo était plutôt en amont, on va dire, très upper funnel, et comment ça construit l'histoire en fin de compte et la relation avec mon consommateur, ou des vidéos qui sont un peu plus perf, qu'on va voir plutôt en bas avec des formats qui sont adaptés, et comment ça m'a permis de closer, on va dire, la relation avec mon consommateur pour aller jusqu'à ce que les annonceurs veulent, c'est-à-dire une conversion derrière. Et donc après, une fois que tu as ces deux éléments-là sur les effets court terme de la vidéo, nous, ce qu'on va faire chez Mosaïque, c'est comprendre à un moment donné comment ces diffusions vidéo ont participé, ont contribué à la décision d'achat du consommateur. Donc nous, après, on utilise des algorithmes et des choses comme ça pour avoir la vision la plus objective de la contribution de ces vidéos. Et donc ça va être fait dans ce premier univers qui est une vision des performances vidéo à court terme. Ok. Dès que tu vas vouloir intégrer la performance de la vidéo à long terme, là, on rentre dans des éléments qui sont un peu plus complexes à prendre en considération. C'est ce qu'on appelle les effets de rémanence. C'est-à-dire que via mes vidéos, j'ai touché une personne plusieurs fois, hein, je l'ai exposé et il y a un taux de répétition. Mais il faut que j'arrive à faire le lien à un moment donné entre peut-être des vidéos qui ont été diffusées au mois de janvier, au mois de février, et le consommateur a commencé à se dire, je reprends les éléments tout à l'heure, envoyer le Warnet, je commence à considérer la marque, je vais la préférer, et peut-être que mon achat n'aura lieu qu'au mois de septembre. Parce que peut-être que ce n'est pas un besoin immédiat. Je ne sais pas, c'était peut-être que tu veux changer ton lit et ce n'est pas un truc où tu travailles le matin en disant si je n'ai pas changé mon sommier ce soir, je ne dors pas. Mais parce qu'il y a une pub qui a été bien faite par, je ne sais pas, un mec qui fait des sommiers ou la vitrine. Au moment de ton achat, tu vas te souvenir de ce qui s'est passé parce que la vidéo est un élément beaucoup plus impactant dans la communication et qu'au moment où tu vas faire ta recherche sur Google, tu vas dire « Ah bah tiens, attends, j'avais déjà vu ce truc-là. Ah, je me souviens de leur pub ou de la technologie qu'ils mettaient et c'était super sympa. » Et donc Là encore, pour pouvoir arriver à prendre en considération ces performances-là, là encore, on va plutôt se baser sur des algorithmes, ou en tout cas des techniques d'économétrie, de MMM, pour essayer justement de faire le lien entre ces effets de rémanence, c'est-à-dire comment ils ont pu, à un moment donné, aussi commencer à engager le consommateur et de le retrouver à la fin. La difficulté étant évidemment sur cette longue durée, de bien recoller tous les morceaux et de bien réconcilier tout le parcours d'achat du consommateur. Ok. C'est à peu près ça. Hyper intéressant. C'est pas la vidéo, c'est les vidéos. Et les vidéos ensuite, dans un contexte de monitoring de leur performance, il faut considérer quel a été leur objectif, si c'est à court terme, si c'est à long terme. Et il y a c'est très clair. Voilà. Merci Thibaut, c'était hyper précis. Si je peux rajouter un tout petit point, ce qui est intéressant dans ce que vient de présenter justement Thibaut, c'est de voir la richesse du tracking et donc de la compréhension de la vidéo. Tout ce qu'on vient de décrire là, c'est quelque chose qu'on ne retrouve que très, très, très partiellement sur la publicité télé, même si elle est vidéo. Et c'est vrai que du coup, ça permet d'avoir des chiffres aussi quanti et quali, de pouvoir justement faire en sorte d'améliorer les campagnes publicitaires au fur et à mesure, d'améliorer les vidéos, d'améliorer la communication, d'améliorer les optimisations, etc., etc. Et donc, du coup, effectivement, on voit bien que le digital aujourd'hui, quels que soient les univers, on voit bien que le monde ouvert propose plus de possibilités, mais c'est véritablement un asset énorme par rapport à de la pub télé classique. Ouais, moi, je reprends toujours cet exemple-là, puisque il m'est souvent posé quand justement on arrive sur ces modèles un peu économétriques, où tu vas faire quelques extrapolations. Il faut toujours se rappeler une chose, le digital, alors effectivement, il y a après des contraintes, on y reviendra peut-être, mais sur la partie tracking, il y a des contraintes aujourd'hui à prendre en considération, qui sont évidemment la RGPD, qui t'oblige à faire quelques extrapolations, il y aura à terme l'abandon des cookies served, des choses comme ça. Mais il ne faut jamais oublier une chose, c'est-à-dire que quand on essaye aussi de mesurer la performance en télé, juste pour rappel, Médiamétrie, c'est 5000 foyers, 11 000 individus, et quand on vous dit qu'il y a 11 millions de personnes qui ont regardé le match de foot sur TF1, je suis passé de 11 000 à 11 millions. L'extrapolation, elle est juste gigantesque. Si demain, moi, je suis un annonceur, je suis sur le digital, j'ai un taux de consentement versus la RGPD à 66% et que je dois retrouver ma base à 100%, je multiplie par 1,5. Okay, 1,5 de taux d'extrapolation. Quand la télé, je passe de 11 000 à 11 millions, je fais fois 100 000. Il y a juste un delta de pratiquement 250 000. Donc, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les assets digitaux aujourd'hui, et malgré encore une fois des contraintes aujourd'hui de collecte qui arrivent, restent quand même en termes d'éléments de mesure des choses qui sont quand même extrêmement appréciables. Jacques, tu voulais dire quelque chose rapidement pour qu'on puisse approcher sur le sujet? Non, alors bon, déjà, je ne suis pas toujours à l'aise parce que j'ai beaucoup de copains dans la télé traditionnelle, donc j'ai un peu du mal à leur dire. Je dirais, si vous pouvez mettre un peu de budget télé sur le digital, ça serait pas mal. Je pense surtout si on recherche des marques qui recherchent de la couverture additionnelle sur des petits consommateurs télé. Là, je pense que bien sûr, là, ça le fait encore plus, quoi. Voilà. Et juste, je voulais rebondir par rapport à ce problème de mesure.
En ce moment, en étant à l'IAB, on le voit bien, il y a beaucoup de tensions sur ces thermomètres qui permettent de mesurer. Il y en a qui le cassent. Ici, Universal, qui n'est pas un des moindres, en ce moment, il y a un gros mouvement un peu contre, entre guillemets, Nielsen, en disant attendez, les gars, là, votre meters avec quelques milliers par rapport à l'audience qui est complètement fracturée, ça ne marche plus, quoi. Et donc, quand même, je sais que Médiamétrie est en train de réagir avec Orange, etc., pour essayer justement, en effet, de pallier ce problème. Je pense qu'on en parlera peut-être après. Il y a des spécialistes, Oui. bien plus spécialistes que moi dans la salle, mais c'est vrai que cet outil de mesure, il est super important, quoi, parce que c'est ça qui va faire la confiance des annonceurs. Ok, alors effectivement, on en reviendra effectivement juste après. Samson Solal, je voulais juste prendre un petit peu de hauteur là par rapport à la vidéo. Comme vous faites, vous accompagnez les annonceurs aussi sur tout le paid. Comment la vidéo, justement, dans une stratégie paid globale, elle va s'intégrer, par exemple, avec l'affiliation, le search, etc. Comment vous intégrez la vidéo par rapport à ça, dans les stratégies vraiment là? Alors déjà, la vidéo, c'est un excellent outil de création de bassin de remarketing. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser pour aller populer des audiences qui sont souvent assez rapides. En fait, grosso modo, si tu vas aller publier tes vidéos sur des plateformes comme YouTube ou en display de manière générale, tu as un reach qui est beaucoup plus conséquent que sur du social ou que sur du search uniquement, et pour beaucoup moins cher. Donc en fait, c'est un investissement, c'est un plus faible investissement avec beaucoup plus de reach, d'audience qui sont potentiellement déjà qualifiées parce que tu as déjà des ciblages qui sont intéressants. Et donc tu vas pouvoir aller, grosso modo, alimenter le marketing. Et derrière, toutes les personnes qui vont interagir avec ta vidéo, en fait, c'est des personnes qui sont intentionnistes, que tu peux là aller rechercher sur d'autres canaux, en social, en focus search, donc des search spécifiques uniquement pour les personnes qui ont interagi, en display aussi, mais en display aussi focus en remarketing uniquement. Donc en fait, c'est un très bon moyen de faire rentrer les gens dans ton funnel et ensuite aller les faire interagir sur des canaux qui sont plus chers déjà, et donc du coup que tu n'as pas envie forcément de payer ton clic trop cher, ou payer même ton lead ou ton achat trop cher sur les plateformes là. Donc être certain que tu as des personnes qui sont déjà plus intentionnistes. Donc grosso modo, et tu peux aussi imaginer la même chose derrière sur tous les autres canaux, sur de l'affiliation, sur de l'emailing. Une fois que tu as fait rentrer les personnes une grande quantité de personnes dans ton funnel avec la vidéo, tu peux les recibler avec d'autres canaux qui sont... Voilà. Si je peux rajouter un petit truc, Alexandre, on mesure justement ces interactions entre les différents leviers médias à l'intérieur des parcours d'achat des consommateurs. Ce que nous, on observe majoritairement, encore une fois, ça peut être caricatural parce que pour certains secteurs d'activité, enfin bref, la vidéo et toute cette partie amont, elle va beaucoup nourrir après ce que tu vas avoir sur d'autres leviers type SEA brand, SEO brand, accès direct et ton CRM. Ça va booster les performances de ces éléments-là. Et typiquement, quand tu te bases sur le search dans certains secteurs d'activité où tu as des mots-clés hors marque qui sont à 20 €, alors que ta marque va te coûter 50 centimes, c'est sûr que si tu as une stratégie, comme vient de l'évoquer Samson, où tu es sur vidéo plus je vais récupérer ensuite derrière ça sur mon SEA marque, tu t'aperçois qu'à la fin, tu peux être plutôt gagnant, quoi, parce que tu as réussi à embarquer ton consommateur via ta vidéo sur une histoire. Le mec se dit, OK, quand je vais arriver sur le search, OK, je vais aller directement là et je vais éviter de faire payer peut-être à cette enseigne des mots-clés à 20 balles, à 25 balles, comme on peut connaître dans le crédit à la conso, dans l'assurance auto, ou des trucs comme ça. Donc, ça fait c'est un vrai boost, en fait. C'est un vrai apporteur pour l'ensemble en fait, des canaux, quoi. Un annonceur, en fin de compte, ce qu'il doit faire, son job, c'est de faire un cocktail de tous ces éléments-là, qui fasse qu'à la fin, tu peux mélanger plein de trucs, mais est-ce que c'est un bon goût ou pas, quoi. Donc, il faut pas, tu vois, c'est des histoires de dosage. Donc, nous, on les aide à doser, tu vois, pour se dire, oh putain, ton cocktail, il est pas mal, quoi. Et tu as bien fait de mettre un peu de vidéo, là, avec ton search, là, ça fait un petit goût, là, à la fin, c'est pas mal. Ok. Et justement, Alban, parmi les annonceurs qu'on accompagne chez OnVoice, c'est quid du budget, en fait? Quel est un peu ta reco par rapport au budget quand tu discutes avec des responsables branding, marketing, acquisition? Qu'est-ce que tu leur recommandes sur la vidéo spécifiquement en termes de budget? Alors, je vais réagir à ce que je viens d'entendre. Je suis complètement d'accord. En fait, il y a deux types d'approches aujourd'hui. Il y a une approche classique type télé. En gros, j'ai une campagne télé et je mets de la vidéo en fait en ligne. Donc, en gros, là, généralement, c'est un pourcentage de ce que je mets en télé, je le mets en ligne. Et donc là, on est plutôt sur du one-shot. Mais ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est plutôt en fait de travailler en continu. C'est-à-dire qu'en fait, je vais chercher des gens qui sont nouveaux. Donc la vidéo est super intéressante parce que je vais les sensibiliser à la marque, je vais les sensibiliser à mes produits, à mon offre, etc. Et ensuite, j'enchaîne
avec du coup du display classique type bannière ou du natif, etc. Et je vais prendre un exemple. Nous, on croit vraiment à ça, l'utilisation de la vidéo en fil rouge, avec des variations, bien sûr, selon la saisonnalité, mais qui permettent en fait de raconter une histoire à une personne. Je prends un exemple, on travaille énormément avec le milieu asso. Donc en fin d'année, il y a toutes les associations qui vont aller chercher en fait des donateurs. Tout le monde se retrouve sur novembre-décembre sur les mêmes mots-clés, les mêmes personnes, plutôt seniors, etc., durant 2 mois. Et eux jouent 80% de leur saison sur 2 mois. Donc, en gros, si ils se plantent, ils plantent complètement leur saison. Et en fait, ce qu'on leur dit, c'est dégainer avant. Et donc là, on a typiquement SOS Village Enfants, là, on lance la campagne la semaine prochaine. Ils vont d'abord faire de la vidéo pour évoquer justement leur cause, pour montrer leurs actions, etc. Et au fur et à mesure, jusqu'à la fin de l'année, on va basculer sur des formats qui sont plus typés perf. Ça veut dire sensibiliser les gens maintenant, on va leur raconter une histoire et ensuite, derrière, on va les accompagner. Et nous, on croit énormément à ça, plutôt effectivement que faire du copier-coller de télé 3 fois dans l'année. Mais effectivement, ça, c'est une évolution. Mais on va pousser à ça. Et là, du coup, les investissements, c'est plus quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros à un instant T. Ça peut même être quelques milliers d'euros en continu, parce que du coup, ça enrichit en fait par le haut le tunnel. En fait, Alban, c'est exactement ça, et ça arrive aussi avec la majorité des nouveaux clients qui veulent se lancer en vidéo. Ils veulent des vidéos qui marchent immédiatement, alors que c'est des jeunes marques, mais personne ne les connaît encore. C'est aussi important de les éduquer. Il faut du temps, il faut que les gens vous connaissent et confiance, et ensuite on pourra faire de la performance dans un second temps. Mais on ne peut pas vendre quelque chose à quelqu'un qui ne vous connaît pas. Je vais rebondir là-dessus, je suis entièrement d'accord. En fin de compte, les investissements d'aujourd'hui dans la vidéo, c'est des performances de demain. Qui vont être récupérés, comme je disais, sur les relations qu'on va avoir sur la vidéo, et les leviers, le Warfunnel. C'est des performances de demain. C'est exactement ça. Quand aujourd'hui, nous, on a des jeunes marques qui arrivent et qui disent « Ouais, non, moi, j'ai pas trop de budget, je sers et tout, il me faut que des trucs super héroïstes. » Je ne tape que des intentionnistes. C'est-à-dire des gens qui s'est déjà posé la question « Je vais acheter le produit. » Bon, après, il faut juste qu'ils arbitrent entre 2 marques. Et donc, c'est un bassin qui est très petit et qui se renouvelle en fonction des intentionnistes. Et donc, ces gens-là nous disent « Ouais, mais je voudrais faire plus de chiffre d'affaires. » Bah ouais, mais dès que tu vas vouloir faire plus de chiffre d'affaires, il faut sortir de ce bassin. Et qu'est-ce que tu fais pour aller séduire des gens qui ne connaissent pas, et choses comme ça. La vidéo, c'est trop efficace. Et les mecs se disent « J'ai pas les performances d'un tel, je sais pas, je vais dire dans l'e-commerce, de la Fnac, tout ce truc-là. » Mais je dis juste un truc, la Fnac, ça fait 40 ans qu'ils communiquent en télé, en presse, en affichage, en tout ce que tu veux. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé un matin en jetant ses doigts sur le clavier, en tapant au hasard Fnac au moment où il était sur Google, quoi. Donc, il s'est bien passé quelque chose avant. Et pour qu'il se passe quelque chose après, c'est qu'il s'est passé quelque chose avant. Donc, l'investissement aujourd'hui en awareness et donc sur l'élément qui permet le plus de rentrer et avec le consommateur qui est la vidéo, te prépare, en fin de compte, tes performances à venir. Donc, si tu as une vision court-termiste, bah oui, tu vas être très héroïste uniquement sur les intentionnistes, mais tu risques de mourir de ta belle mort, c'est-à-dire avec un super héroïsme mais plus de chiffre d'affaires. Soit tu prépares le terrain pour l'avenir, et donc là, il y a un moment donné, et c'est ce que disait Alban, tu crées un fil rouge parce que tu vas en permanence alimenter, en fin de compte, l'intégralité de ton dispositif média. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est un cocktail. Ça ne peut pas être que ça ou que ça ou que ça. À un moment donné, c'est un mix de tout ça. Exactement. Oui, Jacques, si tu veux, pour conclure. Juste un truc, parce qu'on parlait budget. Je pense qu'il est intéressant de noter pour les annonceurs qui nous écoutent, c'est aussi on parle de formats différents, fond-on, de là où j'en suis. Là, je pense que ça a été très bien exprimé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la monnaie peut aussi changer en fonction de là où j'en suis. Et je m'explique. Ça peut être du CPM départ, et puis après du CPV, et puis après du CPC. Et donc aussi, le budget, pour avoir un budget qui soit à chaque fois le plus optimisé possible, n'hésitez pas à changer de monnaie en fonction de là où vous en êtes. Voilà, c'est tout. Ok, très intéressant. Du coup, alors Thibaut, tu as déjà pas mal parlé effectivement de choses sur la mesure et tout ça, donc on va peut-être pas revenir dessus, mais moi je voulais te poser une question qui est assez importante et que moi personnellement je vois souvent. C'est en fait, qu'est-ce qu'on regarde comme indicateur dans la vidéo? C'est quoi? C'est le taux de complétion? C'est les clics? C'est quoi qu'on regarde en fait dans une vidéo? Comme qu'est-ce qu'on doit mettre en KPI quand on se lance sur une campagne? Bah alors justement, je vais répondre à ta question et en même temps rebondir sur ce que vient de dire Jacques. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs vidéos, il parlait de monnaie. La manière dont on va appréhender la vidéo avec nos clients, c'est déjà de se dire pourquoi vous en faites, à quoi ça sert, enfin, quelle intention vous avez au départ. Okay,
par rapport à ça et par rapport au budget qu'ils vont mettre dessus. Et donc, en fin de compte, je reviens sur mon AIDA, c'est toujours la même chose, c'est de dire, écoute, si tu es très upper funnel, on va peut-être avoir des indicateurs qui sont au coût de la diffusion, des choses comme ça, tu vois, le coût à l'impression vue, des choses comme ça. Et puis, plus je vais descendre, plus je vais rentrer un peu plus entre la vente et la perte. Donc, comment je descends? Je vais commencer par regarder mon coût de diffusion visible. Ensuite, je vais commencer à dire, tiens, ça m'a généré de la visite. Après, je vais dire, attends, mais ça m'a généré une visite qualifiée, c'est-à-dire j'ai vu X produits où j'ai utilisé le moteur du site pour retrouver un vol ou un train ou un truc comme ça. Et puis après, je vais encore redescendre pour me dire, OK, ça m'a généré de la visite, mais est-ce que c'est de la visite avec conversion ou en tout cas, est-ce que c'était sur un parcours qui a fini par convertir? Donc, il y a, j'allais dire, autant d'indicateurs que de stratégies qu'on peut avoir au départ. Et après, de monitorer les performances de ma vidéo en fonction de ce que j'ai l'intention de départ. Et c'est aussi des choses qu'on va pouvoir revoir avec le client, évidemment en partenariat avec les agences qui gèrent toute cette partie média pour dire, OK, on est bien dans l'angle de ce qu'on voulait faire, ça nous permet bien d'aller chercher, mettons, des audiences additionnelles, c'est aussi quelque chose qu'on va regarder. L'indicateur de performance d'une vidéo, c'est pas juste, elle a été vue tout ce truc-là, est-ce qu'elle a été vue par la bonne personne, est-ce qu'elle a été vue au bon moment, est-ce qu'elle joue son rôle dans ma stratégie globale de mix média. C'est un peu une équipe que tu fais jouer, donc le but du jeu, c'est pas d'avoir le joueur de talentueux, c'est celui qui joue le mieux avec le reste de l'équipe. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de faire en permanence. Mais donc, évidemment, après, quand tu vas arriver dans des éléments de performance purs et durs, effectivement, encore une fois, comme je disais, c'est déjà est-ce qu'elle a été vue. Ensuite, ça va être les taux de complétion. Première chose que tu vas regarder, est-ce qu'il va juger de deux choses, j'allais dire de manière imbriquée. C'est est-ce que je me suis adressé à la bonne personne parce que peut-être que tu as quelqu'un qui ne va pas au bout de ta vidéo parce qu'en fin de compte, ça ne l'intéresse pas, ou est-ce que c'est l'agréable parce que c'est pas assez appétant, j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Donc, tu as toujours ces deux trucs. Il faut arriver à les découvrir, ce qui n'est jamais très, très simple. Mais tu vas avoir évidemment ces indicateurs-là et quand tu vas être beaucoup, beaucoup plus bas sur le funnel, et notamment avec les enrichissements vidéo que sont fait Jacques, pour inciter au clic, pour dire, OK, l'histoire, elle t'a plu, viens chez nous, je vais te montrer tout ce qu'on sait faire de bien, je vais t'exposer maintenant à mon offre. Et donc là, tu vas regarder cet indicateur. Donc, il y a autant d'indicateurs que de stratégies, que de typologie de vidéo, et encore une fois, de ce qu'elles doivent participer dans un ensemble beaucoup plus vaste. Ok. Alban, tu es d'accord avec ce que vient de dire Thibaut? Oui, complètement. Encore une fois, la vidéo a plusieurs rôles à jouer et en fonction effectivement de la position dans le tunnel, ce n'est pas forcément les mêmes KPI. Je vais essayer de donner des chiffres pour être très concret de nous, ce qu'on peut constater en fait sur des campagnes. Comme ça permet effectivement de se rendre compte. Généralement, sur des campagnes, on va aller chercher 80-90% de nouvelles personnes. Effectivement, normalement, la vidéo sert plutôt à l'enrichissement du bassin. Et là, on peut monter assez facilement à des 80-90% de nouveaux visiteurs. Ensuite, derrière, sur la partie visibilité, voilà, est-ce que la vidéo est vue? On peut assez facilement avoir du 60-70%. La complétion, pareil, 60-70% de complétion. Et à la fin, pour donner aussi un chiffre très, très concret, sur les campagnes en fait, que l'on gère, on arrive sur des coûts à la complétion à 100% de l'ordre du centime. Voilà. Donc, en gros, là, on peut être à même 0,5 centimes, la vidéo complétée à 100%. Et donc là, on se dit, une vidéo de 20-25 secondes qui a été vue jusqu'au bout, qui coûte 1 centime ou un demi-centime, ça devient hyper intéressant. Et derrière, on arrive aussi à générer des CPC intéressants. Si je prends l'exemple de Damar avec qui on travaille régulièrement là-dessus, on est à 1,50 €, 1,60 € le clic. Donc, on va faire et du message et derrière, en fait, on génère énormément de clics. 1,50 €, c'est quasiment ce qu'il pourrait retrouver en fait, sur du search. Donc, ça, c'est hyper appréciable. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, on voit en fonction des étapes que l'on va avoir des KPI qui sont différents. Mais pour donner un peu de concret dans les chiffres, voilà, c'est à peu près ce que l'on constate en fait nous sur la performance des vidéos. Et là, on se rend compte effectivement qu'on est très très loin des vidéos classiques qu'on faisait il y a 4-5 ans où on regardait simplement le nombre d'affichages. Voilà, c'est quasiment terminé. Maintenant, on descend tout le tunnel et puis effectivement, par contre, on va varier les indicateurs en fonction de l'objectif. Vas-y, Jacques, oui. C'est juste un point, je suis tout à fait d'accord. Et je trouve qu'il y a certaines normes qui devraient évoluer. Encore une fois, avec l'IAB, aujourd'hui, vous savez que c'est une impression, c'est pas en 2 secondes, 50% de la vidéo vue. Moi, je dirais pas vraiment vue, moi, je dirais à peine aperçue, quoi. Et je pense que ça doit évoluer pour aller vers ce que dit Alban. Et l'autre remarque,
c'est aussi d'essayer toujours avec la créa, d'essayer d'être malin. Par exemple, rien n'empêche de faire un pré-roll un peu sympa déjà, et puis peut-être passer à la vidéo éditoriale, et juste avant la fin de la vidéo éditoriale, un petit widget, par exemple, si c'était un pré-roll sur un burger, de dire, tiens, moins 20% sur ce burger. Donc, on n'est pas obligé de tout mettre dans le même message, mais si les choses sont liées, on peut faire des choses très intéressantes et c'est pas cher, quoi. Voilà, donc je crois qu'il faut être malin, créatif et choisir voilà, après tout ce qu'on a. Je rebondis sur ce que dit Jacques, c'est hyper important de regarder aussi les KPI. C'est-à-dire qu'effectivement, sur la vidéo, très honnêtement, les KPI sont moins regardés que dans les campagnes performance. Lorsque je vois en fait des campagnes vidéo où en gros l'indicateur c'est 3 secondes, je me dis, mais 3 secondes, c'est à peine le temps d'arriver et de skipper. Donc du coup, c'est quand même très compliqué de dire j'ai un énorme succès parce qu'effectivement, les gens ont vu 3 secondes de ma campagne. Donc voilà, donc il faut vraiment regarder les KPI. Et c'est vrai que là, on se rend compte que potentiellement, c'est d'autres outils, comme par exemple Wizally, c'est d'autres techniques, d'autres approches, d'autres profils que ceux qui géraient de la vidéo de manière classique il y a encore quelques temps. Sanson, tu es d'accord avec tout ça aussi? Juste, je donne juste la parole. Ouais. Sanson, je te donne la parole juste après. D'accord. À qui tu donnes la parole du coup? À toi, justement. Est-ce que tu étais d'accord avec tout ça? Est-ce que c'est ce que aussi dans les stratégies, dans les... Oui, je suis tout à fait d'accord. Et encore plus que simplement mesurer, c'est des KPI que tu peux utiliser pour en prendre action. Par exemple, on parlait de mesurer le taux de complétion. Potentiellement, tu peux créer différents bassins de remarketing en fonction de ton niveau de complétion de vidéo en disant, là, c'est des personnes qui ont juste signifié un petit intérêt, qui ont vu et en fonction jusqu'à la fin ou à la moitié de la vidéo, tu peux derrière en prendre action concrètement et pareil, ce qu'on disait, les faire descendre dans peut-être plusieurs niveaux de funnel et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment pas juste un moyen d'aller chercher des gens, d'aller chasser large. C'est presque aussi un moyen d'aller qualifier potentiellement les gens plus facilement. Ouais, super. Et toi, Thibaut, vas-y juste pour conclure là-dessus. Non, mais je rebondissais par rapport à ce que disait Jacques et Alban. Par défaut, effectivement, sur Wizally, on va prendre des paramètres IAB, mais très rapidement avec nos clients, comme c'est paramétrable sur la plateforme, très rapidement, on va mettre d'autres standards. Parce que qui se souvient d'une pub qu'on a eu à 50% pendant une seconde il y a 4 jours et qui a un effet à un moment donné sur le consommateur, quand tu regardes les performances derrière de l'influence qu'il y a eu ce point de touche-là sur le reste du parcours, mais il ne se passe rien. Donc, nous, on peut customiser justement pour la prise en considération, justement, en fonction de la durée de la vidéo, quand c'est un display classique également, de sa surface, à l'écran, des choses comme ça, pour pouvoir avoir une mesure qui soit vraiment plus tangible par rapport à ce qu'on vit, nous, en tant que consommateurs aussi, quand on est exposé à un message. Et l'autre indicateur qu'il ne faut jamais oublier aussi, parce que là, on parle d'éléments plus factuels, c'est la capacité qu'ont aussi ces formats à aller chercher des audiences nouvelles. J'en parlais tout à l'heure, je disais que cet investissement d'aujourd'hui, c'est mes perfs de demain. Quand on regarde sur un mix média, la capacité qu'ont les leviers, notamment l'overfunnel, à aller chercher de nouvelles audiences, elle est ridicule. Enfin, elle est pas énorme. Et donc, tu as souvent ces formats-là qui arrivent en début de parcours. Ces parcours qui peuvent être très longs, ce qu'on a dit tout à l'heure. Entre le moment où je ne te connais pas et le moment où je te fais confiance, il se passe un petit peu de temps. C'est pareil avec les marques. Mais nécessité d'avoir ces leviers-là pour, encore une fois, aller toucher des audiences additionnelles qui seront les clients de demain. Super. Tu m'as anticipé, Alban, effectivement. Si les gens ont des questions, c'est le moment. On va rentrer dans le dernier, dans le Money Time, du coup. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Moi, j'avais une toute dernière question à faire à vous tous. Alors, je ne sais pas qui pourra prendre la parole sur ce sujet-là. Mais on le sait, et tu l'as dit tout à l'heure aussi, Thibaut, ça devient complexe de faire de la publicité digitale, il se passe beaucoup de choses, mais pour autant, il y a plein d'opportunités. Tu as parlé de la fin des cookies tiers, tu as parlé des RGPD, consentement, etc. Aujourd'hui, en fait, concrètement, si je devais poser la question à vous tous, la vidéo, c'est clairement une opportunité, il se passe beaucoup de choses. Est-ce que pour 2022, ça va être aussi comment les annonceurs vont pouvoir travailler justement dans ce contexte-là? Peut-être Alban, si tu veux commencer. Oui, alors la bonne nouvelle, c'est que du coup, donc cette disparition des cookies qui a déjà commencé il y a plusieurs années avec Apple, Firefox, etc. Voilà, Google a annoncé le report en 2023. Voilà, donc, du coup, ça laisse un peu plus de temps en fait à tout le monde pour se préparer. Néanmoins, il faut effectivement bien se préparer. C'est-à-dire que clairement, ça va être un Big Bang. On le voit déjà que la baisse des consentements avec les mesures de la CNIL impacte quand même grandement
les business de chacun. C'est qu'aujourd'hui, là, on le voit, nous, on a beaucoup de clients qui nous disent, mais en fait, je ne sais plus exactement ce que j'ai ou ce que je n'ai plus comme audience. Est-ce que j'ai moins de perfs? Est-ce que j'ai moins de clients? Est-ce que j'ai moins d'audience? Et il y a un grand flou. Donc, c'est vrai que du coup, on a besoin d'outils. On a besoin d'outils déjà pour bien contrôler. Et après, derrière, on a besoin de tester des solutions qui sont soit existantes, soit qui vont sortir pour être prêt pour ce Big Bang. Le Big Bang, vraiment, du cookie, voilà, c'est un fait. On a un peu moins de 2 ans maintenant pour se préparer. Et c'est vrai que moi, j'invite tout le monde à se préparer. Nous, on réfléchit énormément sur la façon dont on peut utiliser justement les flocks de Google, à se dire, je reste sur des ciblages one to few, des petits groupes de personnes, et c'est déjà ce qu'on fait en fait avec des personas. Ça nous semble hyper intéressant. Il y a d'autres approches à tester. Et dans tous les cas, voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment se dire, c'est un Big Bang, c'est l'opportunité de revoir la façon dont moi, en tant que responsable marketing, je faisais mon budget tous les ans. Voilà. Il faut profiter de cette opportunité-là pour ouvrir un petit peu les chakras et tester de nouvelles choses et bien sûr craquer. Et la vidéo, du coup, est un axe très intéressant. Tout à fait. Alors c'est en même temps, compléter, mais peut-être un peu en contradiction avec ce que tu viens de dire, c'est qu'en même temps, la vidéo, c'est aussi une manière de travailler à l'ancienne, c'est-à-dire que avec une capacité plus faible de traquer, potentiellement, tu as envie d'être sur des actions de création de storytelling, de branding, de faire en sorte d'être top of mind, de raconter une histoire. Et finalement, la vidéo, c'est un bon moyen de le faire. C'est simplement. Et là, du coup, on en revient un peu à la diffusion télé d'une certaine manière. Et du coup, il faut peut-être pas l'oublier complètement et de se dire que si on a moins de capacité de traquer ou moins de capacité de succès, peut-être que ça peut être une manière de contrebalancer, entre guillemets. Et d'utiliser encore plus ces formats pour créer d'être top of mind auprès de nos clients. Voilà. C'est bon. Vas-y, Thibaut, si tu veux. Alors, déjà, je pense que la vidéo sur Internet a 2 jours devant elle. On a aujourd'hui beaucoup de clients qui utilisent uniquement Internet et pas la télé. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, leurs clients sont plus sur la télé, tout simplement. Aller toucher les moins de 30 ans aujourd'hui en télé, c'est un porte-corps. Et aujourd'hui, de toute façon, ça passe principalement par Internet. Ensuite, sur la partie, encore une fois, mesure de la performance, ça fait 40 ans que la télé a médiamétrice, et avec les limites qu'on a dit tout à l'heure d'extrapolation de tout ce truc-là, ça fait 40 ans qu'il y a des milliards qui sont dépensés en télé, ça les a pas empêchés d'investir massivement. Même si, encore une fois, Internet va perdre un petit peu de data, ça restera de toute façon mieux disant que les outils que tu as en télé aujourd'hui. Et encore une fois, avec la limite des outils télé, ça n'a pas empêché les annonceurs d'investir massivement sur ce levier-là et sur ces formats-là. Et donc, je ne vois pas pourquoi ce serait différent sur Internet. Ensuite, plus concrètement sur la mesure, l'abandon du cookie serve, en fin de compte, nous place dans la configuration qu'on a déjà aujourd'hui avec les GAFA sur les walled gardens. Et nous, chez Wizali, on a déjà développé des solutions technologiques pour pouvoir prendre en considération l'influence des vidéos qui sont faites sur ces environnements-là et comment ça joue à un moment donné sur mes consommateurs dans leur tunnel d'achat. Nous, on a déjà la technologie le jour où on abandonne les cookies serveurs. Parce qu'on était déjà obligé de le faire aujourd'hui, sur, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, des supports qui représentent plus de 50% de la vidéo qui est diffusée sur Internet. Donc, on est déjà préparé à ces éléments-là. On fera le switch au moment voulu parce que, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans cet environnement traquable, on est mieux disant parce qu'on a quand même beaucoup plus d'éléments à un niveau beaucoup plus granulaire. Mais demain, quand on switchera, quand on aura perdu, on ne perdra pas tout. On a déjà des solutions pour répondre à ces éléments-là. Ce que disait aussi Alban tout à l'heure, on va revenir à des logiques qui seront plus contextuelles, mais qui étaient déjà utilisées avec performance il y a une dizaine d'années, quand le web était un peu plus petit. Les flocks, aujourd'hui, chez Google, c'est quoi? En fin de compte, j'ai fait des petits groupes d'individus qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Et donc, en fin de compte, ça reste toujours ça va être un peu plus tribal, mais je suis sûr, mettons, quand je contextualise bien ma vidéo au bon endroit, sur le bon site qui parle des éléments, que je vais toucher les bonnes personnes. Voilà, parce que l'approche plus granulaire d'audience ne sera plus permise sur Internet parce que j'aurai plus le moyen de savoir exactement qui se cache derrière, parce que RGPD, parce que plus de cookies servent, des choses comme ça. Ça n'empêche pas, encore une fois, d'avoir des ciblages de qualité et de les diffuser à un grand nombre. Il suffit juste d'avoir toutes les petites audiences réunies sur les différents sites Internet. Et c'est pas des sites Internet qui manquent aujourd'hui. Oui, tu as bien raison, c'est un beau mot final. Du coup, effectivement, donc il y a un autre Thibaut qui nous pose une petite question qui dit, contrairement à du statique, possibilité de retargeting sur vue de vidéos à plusieurs niveaux.
Bon, je crois que Samsung, on avait un petit peu parlé, effectivement, de faire du retargeting avec la vidéo, mais je pense que toi, tu parlais plutôt d'utiliser le format pour faire du retargeting. Là, d'après ce que je comprends dans la question, c'est qu'on pourrait faire du retargeting sur les vues des vidéos. Donc, des gens qui auraient vu la vidéo, on pourrait retargeter derrière. Au niveau de vue de vidéo, au niveau du nombre, pareil, en fonction des top complétions, je peux créer des audiences de j'ai vu 25%, j'ai vu 50%, j'ai vu 64%, et ainsi de suite. Et en fait, c'est aussi un très bon, comme on l'a dit, un bon moyen de qualifier les gens, du coup. Et c'est, comme l'a dit Thibaut, une alternative à la disparition des cookies, dans le sens où tu n'as pas besoin de cookies vu que tu restes au sein même de la plateforme existante. Donc, au sein de ta plateforme, c'est un bon moyen. Tu as des logiques de. Ouais. Oui, sachant que tu peux retargeter avec des vidéos différentes. Ouais. Par exemple, tu peux retargeter. Moi, je travaille avec des gens qui font aussi de l'ultra-personnalisation vidéo. C'est-à-dire qu'en fonction de certains critères, la vidéo va être comme des bouts de vidéo qui vont être reconstitués automatiquement. Et peut-être que si je suis intéressé par une voiture, je vais commencer par l'intérieur plutôt que par le moteur. Enfin bref, je trouve ça, il y a des choses assez intéressantes à faire. Et on peut monétiser des vidéos éditoriales avec des pré-rolls, etc., mais également en mettant contextuellement, comme je le disais, ou en rédigeant le stream, en jouant autour. Et c'est là où le contextuel joue beaucoup. Le problème, c'est le contextuel sémantique texte marche bien sur un site. Quand il n'y a que de la vidéo, il faut faire il faut analyser la vidéo elle-même. Là, peut-être c'est un autre sujet aujourd'hui. Voilà. Okay. Il y a plein de choses à faire en termes de créa, quoi. Plein de choses à faire encore. Bon, en tout cas, on l'a vu, hein, la vidéo multipotentielle, encore beaucoup de choses inexplorées par les marques, plein d'opportunités évidemment, plein de stratégies différentes. Donc, c'est hyper intéressant. Mais en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup, messieurs. Je pense que je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas d'autres forcément de questions, mais dans tous les cas, sachez que ceux qui nous écoutent, les coordonnées des différents intervenants vous seront partagées, ce qui vous permettra aussi de prendre contact avec eux si vous avez besoin d'avancer sur ce sujet de la vidéo. En tout cas, moi, j'étais ravi d'animer cette émission avec vous, messieurs. C'était franchement hyper intéressant. On a passé une super heure. Je pense qu'en tout cas, tout le monde a appris beaucoup de choses. Donc, encore une fois, un grand merci d'avoir participé. Le replay sera accessible normalement dans quelques minutes pour tout le monde. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bon week-end un petit peu en avance. Et puis, j'espère à très, très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci Alexandre, merci Handvoice. Merci. Merci Handvoice. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir.